Un bref historique concernant l'activité de résolution de problèmes va nous ramener à l'année 1945 avec la parution aux USA du livre du mathématicien Georges Polya, américain d'origine hongroise, intitulé How to Solve It. Bien sûr, d'autres mathématiciens et savants s'étaient intéressés auparavant à la manière dont l'être humain résout des problèmes et découvre des solutions. Mais aucun n'avait avancé l'idée d'un apprentissage de la résolution de problèmes. Ce livre sera traduit en français 20 ans plus tard sous le titre « Comment poser et résoudre un problème ». Avant que son idée force n'entre dans les programmes de l'école primaire, 30 ans plus tard. L'objectif de cet ouvrage se voulait très pratique, car il se proposait de rendre service aux professeurs qui souhaitaient développer chez leurs élèves l'aptitude à résoudre des problèmes. Mais il présentait de manière totalement nouvelle le principe de l'aide à la résolution de problèmes, en particulier en posant la question du dosage de l'aide que peut apporter le professeur, sachant que s'il aide trop ou trop peu, la notion d'aide perd son sens. La question était donc de laisser à l'élève une part raisonnable du travail à effectuer. Cette idée n'était pas nouvelle, puisqu'on sait que Montaigne disait déjà dans le cadre de la formation intellectuelle que la principale difficulté pour l'enseignant désireux de développer des têtes bien faites chez ses élèves consistait à savoir être présent, sans trop l'être, tout en l'étant assez. Idée qui revient pour l'enseignant à se demander comment faire en sorte que l'élève soit partie prenante de ses apprentissages et développe un travail personnel. Concernant la résolution de problèmes, l'intérêt de la réflexion de Polya résidait dans le fait qu'elle s'intéressait à cette activité durant laquelle justement l'élève est généralement laissé à lui-même. Et il se demandait ce qu'il serait souhaitable de faire pour aider ceux qui n'étaient pas à l'aise dans ce type de situation, activité-problème. Polya posait donc la question fondamentale des rapports entre maître et élève, de l'aide que l'un peut apporter à l'autre dans la réalisation autonome d'une tâche complexe. Les travaux de Georges Polya s'appuyaient sur une représentation théorique de la résolution de problèmes, présenté comme un ensemble d'opérations successives, linéaires. Lire d'abord l'énoncé, le comprendre, pour déterminer l'inconnu, repérer les données, faire un plan, afin de trouver le rapport entre les données et l'inconnu, mettre le plan à exécution, et enfin examiner la solution obtenue. Cependant, les tentatives pour mettre en œuvre un apprentissage de la résolution de problèmes selon Polya n'ont pas comblé tous les espoirs mis dans son modèle. Selon Gérard Vergniaud, un problème possède une structure mathématique. Cette structure correspond aux relations entretenues entre la question et les données de l'énoncé. Les énoncés relevant d'une même structure mathématique appartiennent à une même classe de problèmes. Ces classes de problèmes étant en nombre limité, il est possible d'enseigner la résolution de chacune d'elles. Encore faut-il que l'élève parvienne à identifier la structure du problème qui lui est présenté. Force est de constater que la question de l'aide à la résolution des problèmes mathématiques est toujours d'actualité. La réponse pédagogique concernant l'aide à la résolution de problèmes est moins simple qu'il n'y paraissait, dans la mesure où cette capacité étonnante que nous avons de trouver des solutions, c'est-à-dire d'inventer les réponses face à des situations nouvelles, apparaît beaucoup plus complexe aux chercheurs qu'auparavant. Aussi, dans le cadre de leurs travaux sur la résolution de problèmes, ils ont été conduits à s'intéresser aux connaissances mobilisées dans cette activité de résolution de problèmes. Car résoudre un problème, c'est d'abord mobiliser des connaissances. À la manière dont la personne soumise à une activité de résolution de problèmes se représente mentalement celui-ci à partir des informations auxquelles il peut accéder, c'est-à-dire
aux possibilités de traitement de l'information dont il dispose. En particulier, l'idée que la forme du problème et son contexte sémantique peuvent influencer la représentation que l'on s'en fait, la faciliter ou non. Cette idée ouvre de nouvelles perspectives en matière d'aide aux représentations de résolution de problèmes. En résumé, soit on agit plus globalement en aidant l'élève à surmonter ses difficultés au moyen d'un apprentissage de méthode. C'est l'approche « apprendre à résoudre ». Soit on agit au coup par coup en aidant l'élève à surmonter les difficultés particulières qu'il rencontre dans le contexte d'un problème donné. C'est ce que nous appelons l'aide en situation. C'est cette seconde approche que nous allons développer dans ce parcours de formation. Aider l'élève à se représenter le problème plutôt que l'aider à trouver sa solution. Une telle approche se distingue de l'aide spontanée que l'on apporte à un élève en panne et qui consiste presque toujours à le mettre sur la voie de la solution en lui fournissant un indice ou un coup de pouce. Apporter une aide du côté de la solution a l'inconvénient de réduire fortement l'enjeu de l'activité de résolution et d'annihiler par là même les processus essentiels de représentation du problème et d'élaboration de procédures. On a tué le problème. Reste maintenant à savoir comment aider. D'abord, permettre à tout prix à l'élève d'enclencher une véritable activité de résolution de problème, c'est-à-dire lui permettre d'inventer une procédure de résolution pour le problème proposé, et non lui proposer des démarches de simple application routinière. Ensuite, pour qu'il y ait invention d'une procédure, la première condition à réaliser est que l'élève ait une représentation opérationnelle du problème en jeu. Grâce au travail de Jean Julot, nous connaissons mieux, désormais, les processus qui permettent à une telle représentation de se mettre en place, et nous avons de bonnes raisons de penser que c'est au niveau de ces processus que débute souvent l'engrenage de l'échec.